Bienvenue sur le Murmure Digital, là où les grandes idées résonnent en silence. Installez-vous, écoutez attentivement et plongeons ensemble dans le sujet d'aujourd'hui. Je suis prêt? Prenons le cas de deux enfants qui jouent dans la même cour de récréation. Le premier, il a des facilités déconcertantes. Il comprend tout avant tout le monde. Ouais, le petit génie classique. Voilà. Et le deuxième a une intelligence en fait tout à fait moyenne, mais par contre il range méticuleusement ses affaires et il ne lâche jamais un puzzle avant de l'avoir terminé. La fameuse autodiscipline? Exactement. Eh bien 20 ans plus tard, les statistiques nous disent qu'il y a de très fortes chances que le petit génie se retrouve à travailler pour l'enfant organisé. Ah ouais? Au pire, en fait, que tous les deux travaillent pour un troisième enfant qui n'était ni génial ni organisé, mais qui est juste né dans le bon code postal. C'est toute la réalité de notre société, ça, hein. Du coup, ce que nous avons sur la table pour cette exploration, c'est une montagne de données. Des choses issues des sciences sociales, de la neurobiologie, de la psychologie. Et c'est du lourd. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de s'attaquer à un mythe tenace, le fameux self-made man. On a pour mission de démonter rouage par rouage la mécanique, souvent invisible, de la réussite exceptionnelle. Et c'est un démontage ultra nécessaire, je pense. Parce que pendant des décennies, le récit dominant, c'était vraiment celui d'une méritocratie pure, quoi. L'idée que le travail paie toujours, en gros. C'est ça. Cette idée très séduisante que la réussite, c'est juste une équation simple, genre talent inné plus travail acharné égale le sommet de la pyramide. Sauf que les données disent autre chose. Bah oui. Quand on plonge dans les bases de données mondiales, on découvre une réalité beaucoup plus complexe. On s'aperçoit que les capacités cognitives, la structure de la personnalité, l'environnement social, et c'est crucial, une part absolument irréductible de hasard pur, tout ça forme un cocktail. Un cocktail où l'effort n'est qu'un petit ingrédient. Voilà, c'est juste un ingrédient parmi d'autres. Bon, décortiquons ça en commençant par l'individu lui-même, ce que j'appellerais le moteur interne. D'accord. J'aime beaucoup l'analogie de l'ordinateur pour visualiser tout ça. Si un être humain est une machine, on pourrait dire que son intelligence pure, son QI, c'est la puissance brute de son processeur. Ouais, l'aspect matériel, quoi. Et sa personnalité, la façon dont la personne interagit avec le monde, ce serait son système d'exploitation. Eh bien, la métaphore fonctionne parfaitement. Parce que la littérature en psychométrie montre vraiment que la puissance du processeur, ça reste la fondation absolue. Donc l'intelligence de base. Ouais, l'aptitude cognitive générale. C'est-à-dire la capacité du cerveau à traiter la complexité. Ça demeure en fait le prédicteur le plus robuste du succès. Mais quand tu dis intelligence, c'est pas juste avoir lu beaucoup de livres. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'avoir une immense culture générale ou d'apprendre des encyclopédies par cœur. C'est vraiment une question de plasticité. C'est-à-dire? Face à un problème totalement inédit, à quelle vitesse le cerveau arrive à repérer un schéma caché? À quelle vitesse on peut déduire une règle logique à partir d'infos incomplètes? Ah, je vois. L'agilité pure, quoi. Exactement. Le document s'appuie d'ailleurs sur une étude majeure, celle de Zisman et Ganzachek, publiée en 2020. Ils ont suivi des trajectoires sur le long terme et, franchement, les résultats donnent le vertige. À ce point-là? Ouais. Dans le domaine éducatif, l'intelligence explique une part de variance qui est 48 à 90 fois supérieure à la simple persévérance. Attends, 90 fois supérieur. Ouais, c'est énorme. Et sur le marché de l'emploi, la puissance cognitive pèse environ 13 fois plus lourd sur la fiche de paye que l'effort pur. C'est fou de se dire ça. Mais attends, si j'ai le processeur le plus rapide du marché, disons qu'on a affaire à un pur génie, D'accord. mais que le système d'exploitation est complètement vérolé. Genre, la personne est incapable de se lever à l'heure, de tenir une promesse ou de travailler en équipe. Le fameux génie ingérable. Voilà. La puissance brute, elle a bien des limites, non? C'est précisément là que l'analogie du système d'exploitation prend tout son sens. En psychologie, on mesure ça avec le modèle des Big Five, les 5 grands traits de personnalité. Ouais, l'ouverture, l'extraversion, tout ça. C'est ça. Mais parmi eux, il y en a un qui écrase littéralement tous les autres pour prédire la réussite. C'est la conscienciosité. La conscienciosité, ça regroupe quoi concrètement? Ça regroupe l'autodiscipline, l'ordre, la fiabilité et surtout un truc fondamental, la capacité à différer la récompense. Ne pas céder à la gratification immédiate, en gros. Exactement. Les données montrent que seul trait explique jusqu'à 28% des écarts de performance académique et ça peu importe le QI de départ. Ah, donc ça compense. En fait, ça agit vraiment comme un multiplicateur.
Un processeur moyen, mais qui tourne de manière optimisée et constante, finira toujours par produire plus de résultats qu'un supercalculateur qui s'éteint au beau milieu de chaque tâche. C'est hyper logique quand on y pense. Mais il y a un autre trait de personnalité mentionné dans l'analyse qui m'a complètement prise au dépourvu. Lequel? L'agréabilité. Ah oui, vaste sujet. Toute notre éducation repose sur l'idée qu'il faut être gentil, coopératif, penser aux autres. Mais apparemment, être, je cite, trop agréable, ça se paye, cash. Littéralement, oui. Les données financières sont très claires là-dessus. Le marché du travail pénalise lourdement les profils excessivement agréables. Mais pourquoi? C'est quand même mieux de travailler avec des gens sympas. Bien sûr, mais le mécanisme est simple. Si le système d'exploitation est programmé pour prioriser l'harmonie sociale et éviter le conflit à tout prix, que se passe-t-il lors d'une négociation salariale, par exemple? Ah, on n'ose pas demander d'augmentation? Voilà. Face à un employeur qui invoque des contraintes de budget, une personne très agréable va tout de suite faire preuve d'empathie, elle va comprendre le problème de son boss. Et du coup, renoncer à ses propres droits. Exactement. Elle renonce à revendiquer agressivement sa propre valeur, son besoin viscéral d'être perçu comme sympathique, ça va carrément saboter ses intérêts économiques directs. C'est terrible en fait. Donc si on résume cette première brique, un bon processeur et un système d'exploitation rigoureux et pas trop naïf, c'est la base. C'est le socle, ouais. Même parfaite, elle roule pas sans carburant. Et là, franchement, je dois t'arrêter. Parce que si on écoute n'importe quelle conférence sur le management aujourd'hui, on nous jure que les deux carburants ultimes, c'est le growth mindset, l'état d'esprit de développement, et le fameux grit. Ah, la passion persévérante. C'est ça, l'idée que la rage de vaincre bat le talent à tous les coups. Les sources remettent vraiment ça en cause. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont les méta-analyses récentes déconstruisent ça, mais méthodiquement. Prenons le grit, popularisé par la chercheuse Angela Duckworth. Oui, le concept est ultra connu. Mais quand on fouille dans les statistiques, on s'aperçoit que ce concept n'est souvent qu'un simple synonyme, genre une nouvelle étiquette marketing collée sur la conscienciosité dont on vient juste de parler. Ah bon? C'est la même chose? Quasiment. L'erreur, en fait, elle vient de l'échantillon de départ. Les premières études qui encensaient le grit, elles ont été menées sur des cadets de l'Académie militaire de West Point. L'élite militaire américaine. Exactement. Mais réfléchissons 2 secondes. Pour rentrer à West Point, il faut déjà faire partie de l'élite cognitive et physique. Dans un environnement où absolument tout le monde a déjà un QI de 130 et une condition athlétique olympique, le processeur n'est plus un facteur de différenciation. Donc forcément, c'est la hargne qui fait la différence. C'est ça, c'est le petit pourcentage de hargne supplémentaire qui fait pencher la balance. Mais quand on applique ces mêmes tests à la population générale, l'intelligence et l'organisation classique redeviennent les maîtres absolus du jeu. D'accord, donc le contexte de base a complètement faussé la mesure. Ouais, totalement. L'idée que si on apprend à un enfant que son cerveau est comme un muscle, qu'il peut s'élargir par l'effort, il finira par surmonter tous les obstacles. Sur le papier, c'est une idée magnifique, non? Intellectuellement, c'est super séduisant. Et attention, ça aide incontestablement à gérer l'échec personnel sur le moment. Mais quand on le frotte à la réalité crue des inégalités structurelles, le vernis craque complètement. L'analyse s'appuie sur les données massives de l'étude mondiale PISA, celle de 2018. Ah oui, l'étude sur l'éducation. Voilà, les chercheurs ont voulu voir si cet état d'esprit de développement pouvait compenser la pauvreté. Et la réponse est très cruelle. Le growth mindset ne modère les effets dévastateurs de la précarité qu'à hauteur de 3%. Attends, seulement 3%? Seulement 3%. Ça veut dire que l'ingénierie psychologique se fracasse carrément contre la réalité matérielle. En fait, le growth mindset, ça peut aider à ne pas pleurer après une mauvaise note en maths. Ouais, c'est un pansement. Mais si la vraie raison de cette mauvaise note, c'est qu'on n'a pas dîné la veille, ou qu'on a dû travailler la nuit pour aider sa famille à payer le loyer... Oui, répéter que le cerveau est malléable, ça va pas magiquement générer des calories ou des heures de sommeil, quoi. C'est effarant. Exactement. Le volume de motivation, qu'on s'acharne tellement à vouloir gonfler à coups de mantras positifs, c'est moins important que la qualité de cette motivation. La qualité, c'est-à-dire... C'est ce que démontre la théorie de l'autodéterivation de Deci et Ryan. Ils prouvent que la motivation intrinsèque, le fait de faire une tâche pour la beauté ou l'intérêt de la tâche elle-même, c'est la seule qui dure. Pas pour l'argent ou la gloire, donc? Non, pour l'activité en soi. Mais ça ne pousse pas sur du béton, cette motivation. Pour émerger, ça exige un environnement qui nourrit 3 besoins psychologiques de base. Lesquels? D'abord l'autonomie, se sentir maître de ses choix. Ensuite, la compétence, sentir qu'on progresse, qu'on devient bon. Et enfin, l'appartenance, se sentir lié aux autres.
D'accord, donc un vrai terreau fertile. Ouais. Et paradoxalement, si on prend quelqu'un d'intrinsèquement motivé et qu'on commence à le micromanager avec des récompenses financières strictes et des punitions, On casse tout. on détruit complètement sa mécanique interne. La passion se transforme instantanément en corvée. Waouh. Et cette réflexion sur l'environnement d'apprentissage, ça nous mène à un autre débat passionnant dans le document. On a longtemps cru, avec la fameuse règle des 10 000 heures de pratique, qu'il fallait se spécialiser dès la maternelle pour réussir. Ah oui, la fameuse spécialisation précoce. Voilà. Genre, si le but est de former un champion de golf ou d'échecs, on lui fait répéter ses gammes 8 heures par jour dès l'âge de 4 ans. Eh bien, la pratique délibérée, ça fonctionne redoutablement bien, c'est vrai, mais uniquement dans ce que le chercheur David Epstein appelle des environnements bienveillants. C'est quoi un environnement bienveillant? Prends les échecs. Les règles sont fixes, le plateau fait toujours 64 cases, les pièces bougent toujours de la même manière, et si tu fais une erreur, le retour d'information est immédiat et super clair. D'accord, les paramètres ne changent jamais. Voilà. Le problème, c'est que la vie réelle et le monde professionnel moderne ce ne sont pas des plateaux d'échecs. Ce sont des environnements pernicieux. Ce qui signifie que les règles changent en cours de route, qu'on ne sait pas toujours si on a pris la bonne décision avant des années, Exactement. et que l'adversaire joue parfois avec des cartes qu'on ne connaît même pas. L'entrepreneuriat, la recherche médicale, la gestion de crise, tout ça c'est pernicieux en fait. Voilà. Et dans un environnement pernicieux, l'hyperspécialisation précoce, ça devient un piège mortel, parce que ça crée d'énormes œillères cognitives. Ah, on ne voit plus qu'une seule façon de faire? C'est ça. Le document montre d'ailleurs que les hauts performeurs d'aujourd'hui sont massivement des profils généralistes, des individus qui ont erré en fait, qui ont testé plusieurs domaines très différents avant de se fixer. Et c'est cette diversité qui les rend forts. Ouais, cette diversité d'expériences leur permet de faire des analogies, de prendre par exemple la solution d'un secteur industriel précis et de l'appliquer à un problème totalement inédit dans un autre secteur. L'agilité mentale, elle naît de la polyvalence, pas de la répétition mécanique. Alors, si les personnes qui réussissent le mieux sont des généralistes, avec une motivation intrinsèque et un processeur bien organisé, la grande question c'est comment trouvent-ils le temps de tout faire? Ah, la gestion du temps. Parce qu'on a tous en tête cette image hyper toxique de la hustle culture. Tu sais, le fondateur de start-up héroïque qui dort 3 heures par nuit, qui enchaîne les réunions, répond à 100 mails à la minute et carbure au café. Je présume que la science détruit aussi ce mythe. Complètement. C'est vraiment un mythe. Une étude monumentale menée à Harvard par les chercheurs Porter et Noria a pulvérisé cette image. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont littéralement mis sur écoute l'agenda de 27 PDG de grosses multinationales, et ça pendant des années, en codant la moindre de leurs activités par tranche de 15 minutes. Quel travail de titan! Ouais, ils ont analysé plus de 60 000 heures de données. Et la première chose qui saute aux yeux, ces dirigeants de très haut niveau dorment en moyenne 6,9 heures par nuit. Attends, presque 7 heures! Ouais. C'est pas possible. On lit partout que les grands patrons de la tech se lèvent à 3h45 du matin pour faire des bains glacés et conquérir le monde. Tu es en train de me dire que la majorité de ces discours, c'est juste de la mise en scène? C'est du folklore, ou alors une extrême exception statistique. La biologie est super têtue en fait. Le manque de sommeil détruit littéralement la zone du cortex préfrontal. La zone responsable des décisions. Exactement. La prise de décision complexe et la régulation émotionnelle. Un dirigeant qui ne dort pas, c'est un dirigeant qui va faire perdre des millions à son entreprise sur un simple coup de tête. D'accord. Ils le savent très bien, et donc ils sanctuarisent leur capital neurobiologique. Bon, d'accord, ils dorment, c'est rassurant. Mais comment ils gèrent les heures où ils sont éveillés pour pas se noyer sous la charge mentale énorme qu'ils doivent avoir? Eh bien, ils sont impitoyables avec leur propre attention. Ils savent que le multitâche, c'est une aberration neurobiologique. Le cerveau ne fait jamais 2 choses à la fois. Ils passent juste d'une tâche à l'autre super vite. Voilà. Et en faisant ça, ils brûlent énormément d'énergie à chaque transition. Du coup, pour éviter ça, ils pratiquent le batching, le regroupement temporel. C'est-à-dire? Au lieu de regarder leur courriel toutes les 10 minutes, ils bloquent par exemple 2 créneaux d'1 heure dans la journée pour le faire. Et ils coupent toutes les notifications le reste du temps. Une discipline de fer, quoi. Ouais. Et surtout, ils réservent près de 30% de leur emploi du temps à la réflexion stratégique à long terme, ce qu'on appelle le deep work. Du travail en profondeur. C'est ça. Porte fermée, aucune interruption tolérée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Car jusqu'à maintenant, on a disséqué le candidat parfait, mais en laboratoire. Intelligent, consciencieux, motivé, généraliste et maître absolu de son agenda. Ouais, le cobaye parfait. Sauf que ce laboratoire, il n'existe pas. On ne grandit pas dans un tube à essai.
Toutes ces habitudes magnifiques finissent fatalement par percuter le mur de la réalité structurelle de notre société. Si on relie ça à une vision plus globale, analyser la réussite sans parler de la structure sociale, c'est comme étudier l'aérodynamisme d'un avion sans tenir compte de la gravité. J'adore l'image. L'analyse convoque ici les travaux incontournables du sociologue Pierre Bourdieu, ses travaux sur les différents capitaux. Le capital économique, l'héritage financier direct, on y pense tout de suite. Bien sûr, mais l'élément le plus puissant et sans doute le plus insidieux parce qu'il est invisible, c'est le capital culturel. L'habitus. L'habitus, ouais. Ouais. Ce sont les mots qu'on utilise à table dès l'âge de 5 ans. La façon dont on se tient, les références littéraires qui traînent dans le salon. Et cette confiance absolue dans le fait que notre opinion mérite d'être entendue aussi. Exactement. C'est fou. C'est comme entrer dans un restaurant gastronomique très guindé. Si on a grandi dans ce milieu, on sait instinctivement quelle fourchette utiliser, comment parler au sommelier, à quel volume sonore discuter. C'est naturel, quoi. On est détendu, on peut se concentrer sur la saveur du plat. Mais si quelqu'un vient d'un autre milieu, il est terrifié à l'idée de faire une faute de goût. Il observe les autres pour les imiter. Il dépense toute son énergie cognitive, en fait, juste pour essayer de se fondre dans le décor. Voilà. Et finalement, le système éducatif, c'est ce restaurant gastronomique à grande échelle, non ? L'école prétend évaluer le talent brut, mais elle récompense souvent les enfants qui connaissaient déjà le code secret avant même de franchir le portail. C'est la mécanique exacte de la reproduction sociale. Et à ce capital culturel, il faut ajouter le capital social, le réseau, quoi. Le fameux réseau. Sur ce point, le document met en lumière une étude stupéfiante de l'économiste Raj Chetty. Son équipe a analysé 21 milliards de connexions sur Facebook, 21 milliards, pour comprendre ce qui permettait réellement à un individu de sortir de la pauvreté. Et c'est quoi le facteur clé ? La conclusion est sans appel. Ce n'est pas la solidarité au sein de son propre quartier, ni la fréquence des interactions avec ses amis proches. La seule métrique mathématique qui déverrouille l'ascenseur social, c'est ce qu'il appelle la connectivité économique. La connectivité économique, concrètement, ça veut dire nouer des amitiés fortes avec des personnes issues de classes sociales supérieures à la sienne ? Précisément, parce que ces amitiés transclasses, elles agissent comme des ponts. Ce ne sont pas juste des gens qui vont donner un emploi direct. Non, c'est plus subtil que ça. Ouais. Ce sont des vecteurs d'information informels. Un ami plus aisé va expliquer comment on s'habille pour tel ou tel entretien, quelles bourses d'études sont disponibles mais peu connues, ou simplement convaincre que postuler à telle grande université, c'est pas hors de portée. Donc la pauvreté, c'est avant tout un déficit massif d'informations sur le fonctionnement des étages supérieurs. Exactement. Et la violence de cet environnement défavorisé, ça ne se limite même pas à l'absence de réseau ou de code. Ça s'infiltre littéralement sous la peau. Le document cite des recherches neurobiologiques qui m'ont donné des frissons. Ah oui, les études sur le développement cérébral. Est-ce que la pauvreté modifie physiquement le cerveau ? Eh bien, c'est la découverte glaçante de la chercheuse Weissman. Elle est basée sur l'IRM de milliers d'enfants. Grandir dans la précarité génère un stress toxique chronique. Les parents angoissés par les factures, tout ça ? Voilà, le quartier qui est potentiellement instable, l'alimentation qui est de moins bonne qualité, et tout ça crée un bain de cortisol, la fameuse hormone du stress. Et ça fait quoi au cerveau ? Ça attaque littéralement son développement. L'étude montre une réduction mesurable du volume de l'hippocampe. C'est une zone vitale pour l'apprentissage, la mémoire et la régulation spatiale. C'est dramatique. Donc, quand on demande à un enfant défavorisé de faire autant d'efforts qu'un enfant privilégié, on ignore le fait que l'absence de filet de sécurité a physiquement endommagé son outil d'apprentissage. Exactement. Heureusement, ces études prouvent aussi que des aides sociales généreuses permettent de stopper ce processus biologique. Heureusement. Mais tout ça, ça nous amène à l'éléphant dans la pièce. Le facteur ultime. Celui que ceux qui ont brillamment réussi détestent par-dessus tout aborder. L'aléa. La chance pure et dure. Pourquoi c'est si difficile à admettre la chance ? Parce que les mathématiques de la chance, elles sont très blessantes pour l'ego. Les chercheurs s'appuient sur un modèle informatique développé par Pluchino qui simule 40 années de vie professionnelle. 40 ans d'évolution d'une carrière. Ouais, le modèle intègre une donnée incontestable. Le talent et l'intelligence dans la population suivent une courbe en cloche. La loi normale ? Avec une majorité de gens dans la moyenne ? C'est ça. Pourtant, la répartition des richesses, elle, suit la loi de Pareto. Une asymétrie extrême où une petite poignée d'individus possède presque tout. Et quand ils font tourner la simulation, il se passe quoi ? Le résultat est fascinant. Les individus qui finissent tout au sommet du classement des richesses ne sont presque jamais les plus intelligents ou les plus talentueux de la simulation. Ah bon ?
C'est qui alors? Ce sont systématiquement des individus au talent juste moyen, mais qui ont traversé une série ininterrompue d'événements chanceux. Le talent permet de rester dans la course, bien sûr, mais c'est la chance qui détermine qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Mais si les mathématiques le prouvent, pourquoi le dirigeant qui vient de vendre sa boîte pour 100 millions de dollars va-t-il écrire un livre de 300 pages pour expliquer que c'est uniquement grâce à sa routine matinale et sa vision géniale? C'est le résultat de biais cognitifs très puissants, documentés par la psychologie. Le principal, c'est le biais rétrospectif. C'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire? Ouais. Quand on est au sommet, on regarde derrière soi et le cerveau a naturellement besoin de donner un sens à cette histoire. Donc on relie les points pour créer un récit héroïque et logique. En oubliant le concurrent qui a fait faillite par pur accident. Voilà, on efface inconsciemment les coups de chance. Et ensuite, la société applique ce qu'on appelle l'effet de halo. On présume que quelqu'un de riche est forcément moralement supérieur, plus intelligent, plus vertueux. Et tout ça crée un manque d'empathie, non? Totalement. Cette boucle de renforcement crée chez les élites un déficit d'empathie. Plus ils s'élèvent, moins ils sont biologiquement et psychologiquement capables de percevoir la détresse de ceux qui sont restés en bas. Et cette déconnexion, elle a des répercussions vertigineuses sur la société tout entière. Le rapport aborde longuement les écrits du philosophe politique Michael Sandel sur la tyrannie du mérite. Une thèse brillante. Et pour être très clair avec notre auditoire, on ne prend aucun parti politique ici, on examine juste la mécanique décrite par l'auteur. Sandel avance que notre croyance religieuse dans le mérite, l'idée que quand on veut, on peut, est en réalité un système extrêmement cruel. Pourquoi cruel? Parce que si on décrète que le succès est la preuve absolue d'une valeur morale et des efforts personnels, alors mathématiquement, on décrète que l'échec prouve qu'une personne est paresseuse ou inutile. C'est le cœur de sa thèse. Oui, et il fait une comparaison historique super frappante. À l'époque aristocratique, le paysan au bas de l'échelle savait que sa condition misérable n'était due qu'au hasard de sa naissance. Il ne se sentait pas inférieur humainement. Exactement. Il savait juste qu'il n'avait pas eu de chance à la loterie génétique. Mais aujourd'hui, dans un système qui se proclame fièrement méritocratique, l'individu qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois reçoit un message sociétal dévastateur. Le message, c'est ta faute. Voilà. Et Sandel explique que cette humiliation systémique des classes populaires, combinée à l'arrogance d'une élite persuadée de ne rien devoir à personne, ça crée une colère sourde. Et selon lui, c'est ce ressentiment profond qui sert de carburant à la polarisation et au mouvement populiste d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si l'ascension verticale qu'on nous vend depuis toujours est biaisée dès le départ par le capital culturel, entravée par la biologie du stress, dictée par la géométrie du hasard, et si elle fabrique de l'arrogance, est-ce qu'on ne se trompe pas tout simplement de ligne d'arrivée? Cela soulève une question importante, par laquelle les auteurs concluent leur synthèse. Toute cette architecture conceptuelle, le QI, la conscienciosité, les capitaux, l'obsession du statut, ça repose sur une vision du monde exclusivement occidentale et individualiste. C'est vrai, on oublie souvent que c'est un modèle culturel parmi d'autres. Exactement. Considérer que la réussite consiste à s'extraire de la masse pour s'isoler au sommet, ce n'est pas une loi universelle de la nature humaine. D'autres cultures ont développé des ontologies radicalement différentes. Les sources détaillent plusieurs de ces modèles alternatifs, et je dois avouer, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour le cerveau. Ah oui, complètement. Le premier paradigme alternatif nous vient d'Afrique subsaharienne. C'est la philosophie de l'Ubuntu, qui se résume par cette phrase magnifique « Je suis parce que nous sommes ». Et l'Ubuntu, ça renverse complètement notre équation occidentale. Dans ce cadre de pensée, un individu qui utiliserait son intelligence ou sa chance pour accumuler des richesses massives pendant que ses voisins ont faim, ça ne serait pas du tout considéré comme un modèle de réussite. Ah non, au contraire. Ce serait perçu comme une défaillance psychologique et une faillite morale grave, en fait. Dans l'Ubuntu, la valeur se mesure à l'aune du tissu social qu'on répare, de l'interconnexion qu'on crée. La réussite est une métrique avant tout collective. Et le document traverse ensuite le globe pour s'arrêter au Japon, avec deux concepts incroyables, l'ikigai et le wabi-sabi, qui dynamitent complètement notre anxiété de performance. Ouais, des concepts très apaisants. L'ikigai, c'est cette recherche d'équilibre à l'intersection de 4 cercles, ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin et ce qui nous permet de subvenir à nos besoins. Et le wabi-sabi, c'est l'acceptation apaisée de l'imperfection. Le wabi-sabi, c'est vraiment un antidote intellectuel majeur contre l'épuisement professionnel qui ravage nos sociétés. Notre culture occidentale de la performance exige une esthétique de la perfection. Le corps parfait, la carrière parfaite, le CV immaculé.
toujours plus haut, toujours plus lisse. C'est ça. Le wabi-sabi enseigne au contraire qu'une vie est intrinsèquement asymétrique. Elle est inachevée et éphémère. Et comprendre ces philosophies, c'est pas juste de l'exotisme de comptoir. Non, ça donne de vrais outils. Ça fourmille un outillage mental. Quand on réalise que les règles du jeu méritocratique sont largement truquées, s'appuyer sur ces alternatives, ça permet de redéfinir ses propres indicateurs de succès. De relâcher la pression et d'éviter le burn-out, tout simplement. Exactement. Savoir que l'on court sur une piste qui a été dessinée par d'autres, c'est déjà reprendre le pouvoir de s'arrêter pour regarder le paysage. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si l'on rassemble absolument tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, de l'architecture de notre cerveau à l'impact écrasant de la chance, en passant par les raisons invisibles, et si la forme la plus élevée, la plus noble de la réussite individuelle, ce n'était pas de gravir l'échelle sociale pour s'enfermer dans la plus haute tour, et si le véritable accomplissement consistait au contraire à utiliser l'immense part de havard, d'intelligence et de privilèges que l'univers nous a accidentellement distribués pour construire de nos propres mains des filets de sécurité plus solides pour ceux qui n'ont pas eu cette chance. C'est une idée qui mérite qu'on s'y attarde. Absolument. Nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui sur le murmure digital. Qu'avez-vous pensé de ce sujet? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très vite pour un nouveau murmure.